Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Directeur du cinéma et des fictions internationales et jeunes adultes, l'instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour sa 14e entrevue Manuel Alduy. Avant toute chose, Manuel, meilleurs vœux et surtout salut, comment ça va? Ça va très bien, bonne année, meilleurs vœux, plaisir, santé, bonheur. Exactement, tout ce qu'on peut te souhaiter. Les fêtes se sont bien passées, t'as eu quelques vacances ou boulot à fond? C'était officiellement des vacances, mais quand on travaille à la télé, il y a toujours de l'activité, on a toujours des scénarios à lire, on a toujours des films ou des séries, en tout cas dans ma partie, à visionner, donc on peut pas vraiment dire que c'était un moment de décrochage total, quoi. Et ben pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Tu es passé chez Canal+ pendant 22 ans, également à la 20th Century Fox TV Distribution, également chez Disney, et puis depuis quelques années maintenant chez France Télé. En quelques mots, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, c'est celui de quelqu'un qui avait envie de travailler dans les médias à la base, et plutôt la télé. Et il y a très très longtemps, au siècle dernier, quand je devais chercher un boulot, Canal+ faisait partie des entreprises qui m'intéressaient le plus. Et ensuite, après une première partie de carrière où j'ai travaillé plutôt dans la partie budget, contrôle de gestion, donc des choses sérieuses, mais toujours en proximité avec les programmes du groupe de télé dans lequel je travaillais. J'ai eu la chance, début des années 2000, de glisser vers les programmes, et en particulier vers le cinéma, à travers différents métiers. Donc ça a commencé à partir de 2003. Donc on est en 2024, ça fait plus de 20 ans. Pour ensuite me consacrer à essayer d'amener les meilleurs films, puisque c'était plutôt dans le cinéma, dans une moindre mesure la série, au public des chaînes pour lesquelles j'ai travaillé. Deuxièmement, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de faire un break, il y a à peu près 10 ans, pas break professionnel, mais de changer d'air. Et donc j'ai bossé un peu pour la partie internet de Canal+. Ça, c'était 2014-2015. Et ensuite, en 2016, je suis parti pour devenir vendeur de films et de séries pour des groupes américains que tu as cités, la Fox, qui a ensuite été rachetée par Disney, qui était un très bon moment, mais qui était une façon de découvrir en fait l'autre côté. J'étais plutôt du côté des acheteurs, de ceux qui achètent ou coproduisent, et donc être du côté des vendeurs, c'était assez intéressant. Et puis la dernière partie, l'âge avançant, pour l'instant, à date, donc c'est depuis 3 ans à France Télévisions. Donc là, c'est un parcours, c'est le service public. On travaille pour tout le monde avec les contraintes que ça veut dire, que ça impose, dans un groupe qui est
très important à plein d'égards, et qui sur le cinéma a une place, mais qui est le cinéma est moins central au sein de France Télé que par exemple la fiction française, et moins central aussi que ce que j'ai pu connaître quand j'étais à Canal+. Mais c'est pour moi pas forcément, c'est pas vraiment le sujet. Je vais peut-être rajouter un autre élément, c'est que et c'est assez amusant aujourd'hui de voir, grâce ou à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur ce qui se fait, les films qui sortent, est-ce qu'ils sont bien, pas bien, et pourquoi on a mis tant d'argent, et pourquoi on programme comme si. En fait, maintenant, on est dans une espèce d'agora permanente avec toutes sortes de gens qui commentent. Je trouve ça assez réjouissant parce que ça nous permet d'avoir un retour presque en direct avec des biais. On sait bien que tout le monde ne s'exprime pas, que seulement certaines personnes parlent. Bon, mais par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, c'est quand même un gros changement. Mais ça, cette discussion permanente d'une partie du public sur ce que nous faisons, côté diffuseur, elle arrive à un moment où je pense que personne ne sait où on va, parce que notre filière est en perpétuelle révolution depuis 5-6 ans. Faut savoir que moi, j'étais ravi de travailler à la Fox, la 20th Century Fox, qui était un studio d'Hollywood créé dans les années 30, qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, c'est des éléments qui sont marqueurs et marquants dans l'évolution. Il y a eu le phénomène du streaming qui est arrivé, qui était une autre révolution. On voit qu'aujourd'hui les plateformes ont des difficultés. On a le vieillissement du public de la télé. On a des films qui marchent alors qu'on s'y attend pas, d'autres qui marchent pas alors qu'on espérait qu'ils marcheraient. Enfin, en gros, c'est que le moment où les certitudes de tout le monde sont tombées et devraient tous nous appeler à beaucoup de modestie, c'est le moment le plus excité, je dis pas excitant, mais le plus excité en termes de conversation sur le cinéma. Mais ouais, évidemment, en perpétuelle évolution, le cinéma, et là, depuis les dernières années, ça s'est considérablement accéléré. On sait absolument plus où on va. Ça s'est encore vu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, avec le film Le Consentement, qui en fait a fait un démarrage moyen, voire très mauvais, et qui en fait de fil en aiguille, grâce à une trend TikTok, grâce à TikTok en fait, a considérablement augmenté sa force d'attraction et a attiré énormément de monde en salle. Et c'est complètement fou, mais pour ça il n'y a aucune règle, il y a pas de, on ne sait pas encore aujourd'hui comment faire, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est assez compliqué, je pense, aujourd'hui de se dire, de tabler sur un film, de se dire on met des billets là-dessus, mais on ne sait pas trop où on va. Oui, quoi. Alors pour se rassurer, je pense qu'on a il se passe deux choses en parallèle. D'abord, on est dans une filière, le cinéma français, et quand je dis le cinéma français, c'est pas simplement les autrices, auteurs de films français, leurs producteurs, mais c'est en gros toute la filière. Il y a les exploitants, il y a les distributeurs, certains ne travaillent que sur des films étrangers, mais pour le public français, il y a des diffuseurs comme nous, traditionnels ou plus récents comme les plateformes, type Netflix ou Disney+. On est quand même un certain nombre de professionnels dans une filière où certains ont d'un point de vue artistique des convictions. L'élément réjouissant, c'est que notre filière, moi j'ai toujours cru, je le crois encore, que c'est d'abord un sujet d'offre et pas de demande. En fait, que le cinéma, il s'est pas créé pour répondre à une demande. Je dis pas qu'il faut pas penser au public. Je dis juste que à la base de la base du cinéma, c'est des gens qui avaient envie de raconter des histoires, certains avec un projet industriel derrière dans les années 1910, 1920, 1930 et après. Mais il y avait aussi des auteurs qui, eux, avaient envie de raconter telle ou telle histoire, sans forcément se préoccuper à l'avance de savoir si ça allait rencontrer le public. Et le public, parfois, a été surpris de se retrouver à aimer des propositions de films qui, sur le papier, étaient vraiment pas du tout commerciales. Et donc, cette économie de l'offre, qui est pas facile comme modèle à suivre, parce que depuis, on a beaucoup plus de données d'analyse des audiences, des comportements des gens. Les nouveaux diffuseurs type plateforme sont surutilisateurs de ces données. Donc on a une tendance à se dire qu'on va savoir ce que le public veut regarder.
Mais heureusement, c'est ça qui me fait toujours plaisir, c'est que même encore aujourd'hui en 2024, on rencontre régulièrement, tous les jours, des gens qui sont convaincus du projet artistique qu'ils ont envie de défendre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le cinéma est le seul genre de programme, je travaille moi dans la télé, je ne suis pas producteur de films, qui a une longue traîne. Aujourd'hui, on regarde encore des films d'il y a 50 ans. Il y a peu de programmes dans le divertissement qui ont cette durée de vie. C'est pour ça que ça me fait toujours rire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça me fait toujours sourire ou parfois même rire les commentaires éclatés sur les entrées de tel film au bout de 24 heures, une semaine, 2 mois, 3 mois, même la première année. Moi, je me souviens plus des entrées en salle des films d'Hitchcock il y a 60 ans. On est en train de faire en ce moment sur France.tv un cycle Hitchcock. Bon, franchement, le sujet, il n'était pas là. Il n'était pas dans les entrées le premier mercredi. C'était pas ça. Et donc, économie de l'offre d'un côté et puis la longue traîne, la longue durée de vie du cinéma en tant que genre. Je dis pas tous les films, mais tu vois, ça, c'est deux invariants qui sont toujours là et qui servent, je pense, de boussole à pas mal de gens. Certains sont des critiques de cinéma, amateurs ou professionnels, d'autres sont des auteurs, d'autres des producteurs. Et c'est assez rassurant de voir qu'on n'a pas tous disparu, en fait. Et c'est même pas une question d'âge, en fait. Il y a pas mal de gens beaucoup plus jeunes qui arrivent dans ce secteur, peu importe leur point de vue, avec une fraîcheur et ces convictions-là chevillées au corps, et je trouve ça plutôt très positif. Tu es donc, on l'a dit, directeur du cinéma et des fictions internationales et jeunes adultes chez France Télévisions. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? C'est quoi ton travail ? Ça regroupe 3 activités. Donc au sein de France Télé, mon pôle regroupe une équipe dont la mission principale va être d'approvisionner France Télévisions, c'est-à-dire les chaînes et la plateforme en film, et de proposer aussi comment les éditorialiser, on pourra y revenir. Ensuite, il y a une deuxième équipe qui travaille plutôt sur des fictions internationales, c'est-à-dire soit des séries étrangères, soit des fictions que l'on fait, des séries que l'on fait avec d'autres pays. Et enfin, jeune adulte, fiction jeune adulte, il y a une marque sur France.tv qui a été lancée il y a 6-7 ans qui s'appelle Slash, qui par exemple a proposé Scam France, Stalk, plus récemment on a en ce moment un feuilleton qui s'appelle Déter, et donc c'est de la fiction française à destination d'un public 15-25 ans, donc c'est ce qu'on désigne par fiction jeune adulte. Donc mon rôle à moi personnellement, il est de coordonner, c'est pas moi qui choisis tous les films, toutes les fictions, etc. Évidemment que j'ai mon rôle à jouer dans la validation de ce qu'on fait, mais j'ai des gens très très compétents qui sont en charge de l'accueil des projets. On achète beaucoup de films, on coproduit pas mal de films français et on coproduit pas mal de fictions internationales et jeunes adultes. Donc voilà, notre mission, c'est de sélectionner dans ce que les producteurs, productrices nous amènent, ou les distributeurs, distributrices, pour le besoin et les envies de France Télévisions. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain, selon tes humeurs, tes envies, etc., tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aurait aucun souci avec ça. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, c'est curieux, mais c'est bon. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust ? Die Hard. Ok, Bruce Willis, j'adore. Voilà, Die Hard, 88. Ton affiche de film préféré ? Bleu, de Kieslowski avec Juliette Binoche. Ok, magnifique. Est-ce que tu as une affiche récente qui t'a marqué ? Alors, ça date un petit peu, mais la première affiche de Coupé, donc ça c'était ouverture Festival de Cannes il y a presque 2 ans, il y a 1 an et demi, oui. Et beaucoup plus récent, Anatomie d'une chute. Alors, il y a eu plusieurs affiches. Dans l'affiche qui m'a marqué, c'est celle avec le couple en train de rigoler devant un mur rouge par sa désynchronisation avec l'essentiel du film. Ouais, c'est ça, avec le sujet du film. Ouais. Je valide complètement. Ouais.
Peut-être que je suis un peu biaisé dans l'analyse parce que elle est arrivée après la Palme d'Or et donc on avait toutes et tous pas mal d'attentes sur le film, sur la carrière du film. Le film, on savait ce qu'il était. Mais il y a eu un très très beau boulot du distributeur, je pense, avec la production là-dessus. Carrément, on en profite pour féliciter le film et Justine Triet qui est reparti là il y a 2 jours à l'heure où on enregistre avec Golden Globe meilleur scénario et meilleur film étranger. On en profite pour féliciter parce que c'est assez incroyable quand même comme parcours. Et c'est pas fini, on croise les doigts pour les Oscars. Ouais, et les Césars également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la cérémonie de célébration du cinéma français là dans quelques semaines, fin février. Donc, Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? Le Consentement. Ouais, ok. Avec Jean-Paul Rouve. Avec Jean-Paul Rouve, parce que je n'avais pas lu le film, j'avais pas lu le livre, pardon. J'avais lu le scénario, c'est une coproduction de France 2 Cinéma. Le scénario était déjà fidèle au livre et dur. Et en fait, c'est un film qui s'inscrit dans un mouvement, je pense, de prise de conscience collective. À l'heure où on se parle, on le voit dans le cinéma, mais plus généralement dans la société, il y a un certain nombre de pratiques qui sont en fait des violences, tantôt sur les femmes, tantôt sur les mineurs ou les enfants, même si elles ont été tolérées dans le passé. Donc c'est un film totalement dans son époque, dans son moment. Ton souvenir le plus lointain de cinéma ? C'est Bambi en fait. Okay. C'est mon premier film, j'étais tout petit. Voilà, juste après, c'est Robin des Bois avec Errol Flynn. Voilà, donc c'est ça les tout premiers. Excellent. Ton dimanche soir parfait, c'est quoi ? Tu sais, c'est le dernier soir avant de retourner au boulot, il fait un peu froid, t'es en mode cocooning sur le canapé avec un plaid. Le dimanche soir parfait, c'est toujours un film ou une série, pas un moment passe-temps, c'est-à-dire plutôt un film ou une série dont j'espère qu'il me restera quelque chose. Donc c'est pas un moment popcorn on va regarder un truc qui va nous faire sourire, qui va être juste léger, qui va être ou un film de baston. Non, je suis pas du tout dans cette posture-là, mais plutôt dans ça serait bien de voir quelque chose où on se dit chouette, j'ai été nourri jusqu'au dernier moment du week-end en fait. Voilà, c'est plutôt cette posture. Le divertissement plus léger, lâcher prise, je le vois plutôt pour la fin de semaine. Mais la fin de semaine de travail, en fait. Ok. Voilà. Intéressant, ouais. On en profite, on est début janvier à l'heure où on enregistre, fin janvier à l'heure où nos éditeurs nous écoutent. Mais quelles seraient tes plus grosses attentes ciné pour 2024 ? Oh là là, tu me poses une sacrée colle. Je pense que l'une de mes plus grandes attentes, c'est Mad Max, donc faut attendre un petit peu. Ouais. Ensuite, il y a un film, et je le dis pas parce qu'on est partenaire, mais ayant lu le scénario, j'ai été bluffé par c'est un des plus beaux scénarios lus, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Oui. Voilà, c'est bon pour avoir un film français et un film étranger. Après, moi, je vois beaucoup de films, je lis beaucoup de scénarios, je vois beaucoup de films, et du coup, j'ai tendance en fait à globalement tout mélanger. Quand je suis pas devant l'œuvre, et c'est que plus tard, mais vraiment avec 2-3 ans, parfois plus de recul, qu'il y a certains films qui restent. Ils ont imprimé et puis d'autres qui sont passés un peu au second plan. Donc quand j'essaie de me projeter, je cite ces 2 films-là, mais bon, l'année dernière, moi, je m'attendais pas à Anatomie d'une chute, je m'attendais pas au règne animal. J'y suis allé avec confiance, mais je me disais pas. J'étais très très agréablement surpris. Puis il y a d'autres films à l'inverse, je vais pas les citer, où j'avais des attentes de spectateurs et de professionnels, et puis les films étaient pas exactement là où je pensais qu'ils seraient, mais c'est pas grave, ça arrive. La dernière, ton plat préféré ? Mon plat préféré, franchement, j'en ai pas. Ouais. Non, franchement, je vais te le dire là, ça change en vieillissant, donc je saurais pas te dire. Non, franchement, j'en ai pas. Je dirais les huîtres. Je veux dire quelque chose là. Voilà, mais tu vois, je suis pas un grand mangeur en fait.
J'aime bien manger, mais je suis pas attaché que ça à ce rituel en fait. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. J'ai la chance depuis 2022 de pouvoir accéder au Festival de Cannes. Coïncidence, France Télé est devenu le diffuseur et partenaire officiel du festival en 2022. Pour mon plus grand bonheur, on ressent une telle effervescence sur place, c'est assez impressionnant, c'est assez dingue. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te rendre sur place pendant le festival ou pas du tout ? Ah bah oui, je l'ai fait à plusieurs reprises. Déjà, depuis que je suis à France Télé, ça fait 3 ans, la première année, nous n'étions pas partenaires, mais j'y étais déjà resté toute la durée. En fait, le Festival de Cannes, quand on est un diffuseur plutôt investi dans le cinéma, donc France Télévisions diffuse 500 films par an. Dedans, on a à peu près une centaine qui sont des films récents, comme on dit, inédits en clair. C'est-à-dire, ils sont sortis en salle il y a à peu près 2 ans et France Télévisions, l'une ou l'autre de nos chaînes, sera la première exposition gratuite sur une chaîne gratuite. Donc, Cannes, c'est un moment en fait à plusieurs facettes pour un diffuseur comme nous. Mais ce que je dis là, je l'ai déjà pratiqué quand j'étais à Canal+, en charge du cinéma. Je passais toute la durée du festival, j'arrivais même la veille, je repartais après la clôture. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est là où tu vois tous les gens, producteurs et distributeurs, avec lesquels on va travailler tout le reste de l'année. Donc c'est un espèce de gain de temps, d'effervescence professionnelle, où on arrive à croiser de façon formelle et informelle tout le métier. Et comme le cinéma est quelque chose de très interpersonnel, les films sont tous des prototypes, ce sont tous des aéropages artistiques et économiques différents d'un film à l'autre, etc. Pouvoir voir donc tout ce milieu au même moment, c'est important. Deuxièmement, on a un rôle de représentation, c'est-à-dire que on a été partenaire financier d'un certain nombre de films, ils sont sélectionnés par le festival. C'est le moment où on va venir à leur côté, à côté des films, pour montrer qu'on est fiers d'être avec eux. On représente France Télé, donc ça m'arrive à moi et quelques adjointes qui sont en charge du cinéma. Donc le rôle de représentation. Au dernier festival, là, en 2023, en mai, nous avions 22 films. C'est énorme. Sur la quinzaine. Alors, il y a 80 et quelques films au total entre le festival, ces différentes sections et la quinzaine des cinéastes. Enfin, quand même, donc 22 films, ça fait plus qu'un film par jour, il y a 12 jours. Donc, c'est même réparti les 3 jours, on peut pas tout faire. Oui. Donc, tu as le rôle de représentation. Et puis, tu as un rôle t'as une mission, enfin, un objectif de visionnage. À Cannes, il y a des films qu'on va peut-être pouvoir acheter. Nous, c'est à Cannes qu'on a vu La Nuit du 12, qui est un film qui n'avait pas de chaîne gratuite. Donc, c'est à Cannes qu'on a vu Asbestas. Oui. Je te cite des exemples de films qu'on a du coup ensuite achetés. C'est à Cannes qu'on a vu Close du Lucas Dont et qu'on a acheté. Donc, il y a un marché aussi du film. Donc, c'est un moment économique où voilà. Donc, pour ces 3 raisons-là, quand tu es en charge du cinéma, en tout ou partie, je descends avec... on n'est pas très nombreux dans l'équipe cinéma de France Télé, mais on descend la petite équipe d'acheteurs, acheteuses, les responsables des filiales cinéma. Enfin, il faut qu'on soit là parce que après le reste du temps, franchement, moi j'ai peu de déplacements. En fait, on est très en France, on fait pas de marchés internationaux, on sillonne pas le monde. Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma du monde. C'est le moment où le monde du cinéma vient. Si on n'y passe pas du temps, alors c'est compliqué parce que c'est un moment ultra cher. Moi, je l'ai jamais fait autrement que dans un cadre professionnel. Mon premier festival de Cannes, c'était en 94.
quand je venais d'arriver à Canal+, j'étais contrôleur de gestion. On m'avait envoyé 24 heures juste pour voir comment ça se passe, parce qu'à l'époque, Canal avait un gros dispositif d'émissions sur place, etc. Donc j'étais un peu en mode observateur, j'avais pas de rôle, et d'ailleurs, du coup, 24 heures, ça suffisait largement. Ensuite, j'y suis allé beaucoup plus longuement. Ouais, c'est assez indispensable, en fait. Les journées sont bien remplies. Oh oui, ça, je veux bien te croire. Comment ça se passe quand on achète un film sur scénario ou sur catalogue? J'imagine que c'est pas un membre de l'équipe qui lit un scénario chez lui le soir ou qui voit un film en lien privé et qui arrive au bureau le lundi matin et qui défend son steak pour acheter un film. J'imagine que c'est un peu plus complexe que ça, non? Ouais, non, c'est pas comme ça. Alors, t'as deux cas de figure. Donc, tu as les films qu'on va coproduire, donc en fait qu'on va acheter sur scénario, hein, et puis tous les autres qu'on va donc acheter sur visionnage quand on les connaît pas. Il y en a quelques-uns. Je t'ai cité des exemples canois, Asbestas, le Close, La Nuit du 12, en leur temps. Hein, on les connaissait pas, on les découvre, ok. Et puis tu as beaucoup de films dont on n'a pas besoin normalement quand on bosse au cinéma de France Télé ou d'un diffuseur comme nous, on n'a pas besoin de revisionner tout le cinéma de patrimoine, de catalogue. Et globalement, en volumétrie, on propose 500 films par an sur France 2, France 3, France 5, Culture Box et France.tv. Sur ces 500, on n'a que 60 qui sont des coproductions inédites, donc qui vont être achetés sur scénario. Tous les autres, les 440 autres, sont des films soit qu'on a rachetés, des coproductions du passé, soit des films de catalogue autres, ou des films inédits. Donc sur les films à produire, à venir, le schéma général pour tous les diffuseurs télé, Canal+, nous, mais nos concurrents TF1, M6, en tant que diffuseur, il commence par une analyse du package complet, c'est-à-dire le scénario qui est la pièce centrale, qui va jouer dans le film, qui réalise, qui va le sortir en salle, combien le film coûte, et qu'est-ce qu'on nous demande. Et c'est cet ensemble. Donc il y a des films qu'on fait parce que notre enthousiasme sur le scénario est dingue. Il y a des films qu'on n'arrive pas à faire alors que notre enthousiasme sur le scénario est dingue, mais parce qu'ils sont trop chers. Il y a des films sur lesquels on a des hésitations parce qu'on se dit que le scénario il est pas mal, le réalisateur va le magnifier, mais finalement il est pas si cher, il y a peut-être une opportunité, il va peut-être trouver son public. Franchement, il faut y aller de façon très humble. Je sais que quand on voit les films après on se dit mais pourquoi ils sont allés là-dedans. Moi, toute personne qui pense que savoir quels sont les films qui vont marcher et les films qui vont pas marcher devrait tout de suite être productrice ou producteur, mais ne se précipiter parce que elle va devenir très rapidement très riche. Et c'est le conseil professionnel, c'est si vous savez ce qui marche à l'avance, hein. Après le coup c'est trop facile, mais à l'avance, lâchez-vous, devenez producteur. Franchement, allez-y. Bon, donc nous concrètement, on a ce package. Il y a une équipe qui est en charge de l'évaluer, lecture interne, et puis on a des lecteurs externes qui font un premier avis sur le scénario, puis sur les autres éléments. Est-ce que le casting est cohérent, est-ce que la réalisation est cohérente, est-ce que le budget est cohérent, est-ce que le distributeur en salle est cohérent avec tout ça. Et une fois qu'on est rassuré sur cette analyse qui en gros vise à répondre à deux questions. Quelle est la promesse du film? Deuxièmement, est-ce qu'elle est tenable? En gros, les deux grandes questions. Là, on se confronte à France Télé, aux antennes, aux gens qui vont plus tard, dans 2-3 ans, le programmer le film. En disant, voilà de quoi ça parle. Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que vous le voyez? Parce qu'on a des enjeux d'audience, des enjeux d'image, des enjeux de diversité, de représentation, de réalisation par des femmes plutôt que des hommes, etc. On a plein de critères artistiques et économiques. Et donc, on a des comités tous les mois où on confronte nos projets de films qu'on a présélectionnés avec les antennes et sortent de ces comités des décisions. J'oublie de dire un truc très important, c'est que France Télé, en moyenne, on est coproducteur minoritaire des films sur lesquels on investit. En moyenne, nos apports représentent 15% du coût d'un film. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais en général. Et on est plutôt sur des films, on va dire, de la classe moyenne. Je ne parle pas en termes artistiques, mais en termes de budget. On est très rarement sur des très gros films.
Donc on sort d'un comité. Donc tu vois, c'est un processus qui est relativement collégial parce qu'il y a plusieurs avis de lecture, y compris le mien. Et puis ensuite, il y a une discussion avec les antennes. Et puis ensuite, voilà, on décide d'y aller. En général, en même temps, on se trouve très souvent avec Canal+, par exemple, ou une plateforme payante comme Netflix. Et il y a un distributeur en salle, donc on n'est pas les seuls partenaires financiers. Un film, c'est pas comme une fiction de télé où on est en tête-à-tête avec la production. Là, on est plus nombreux. Sur les films autres, les films déjà faits, inédits ou pas, ou de catalogue, là, le choix est plus simple, si je puis dire, enfin plus simple. On visionne à plusieurs, et après on se dit, est-ce que ça nous intéresse et pour faire quoi ? Est-ce que c'est pour le dimanche soir de France 2, qui est un endroit où on espère toucher à un large public, parce que on veut pas grosse case cinéma de la semaine. Ouais. Exactement. Ou est-ce que c'est pour faire un cycle sur France.tv où on peut aller sur des niches cinéphiles ou de fans, tu vois, plus pointus. Ou est-ce que c'est pour Culture Box, on a ouvert une case, c'est donc l'ex-France 4 le samedi soir. Aujourd'hui, on a 4 cases hebdomadaires, enfin quasi hebdomadaires. Il y a toujours des petites pauses dans l'année pour des respirations de programmation, mais en gros, t'as donc le dimanche c'est France 2, le lundi c'est France 3, le vendredi soir c'est France 5, le samedi soir c'est Culture Box. Ça, c'est les cases linéaires. Et elles n'ont pas toutes les mêmes objectifs, ni en audience, ni en image, ni en type de film. Culture Box, c'est que arrêt essai, par exemple, par la réglementation. Les deux choses à retenir par rapport à ta question, c'est que le choix d'aller sur un film est toujours collégial. Ouais. Et deuxièmement, est toujours incertain. Bien sûr. Ouais. On était sur le Festival de Cannes. Moi, je voulais juste souligner un petit peu, remettre une petite couche, parce que j'en parle énormément, mais Beau Geste, une émission animée par Pierre Lescure, qui est 100% dédiée au cinéma. C'est en seconde partie de soirée, tous les dimanches soirs, avec toujours des invités exceptionnels, avec toujours une émission hyper qualitative. Et pour ça, merci beaucoup, parce que c'est ma petite régalade de la fin de la semaine, quoi. C'est toujours une émission incroyable. C'est gentil, mais c'est un travail d'équipe comme tout le reste. C'est Michel Field, qui est le directeur de la culture, donc de toutes les émissions culturelles qu'on a sur Culture Box, qui est aussi à la manœuvre. Les équipes de Black Dynamite qui nous ont proposé le concept avec Pierre Lescure et quand Pierre n'était plus allé sortir du Festival de Cannes, et ça nous a plu. Je pense que ils ont trouvé le bon équilibre de générosité et d'expertise pour rester grand public et donner envie d'aller voir toutes sortes de films en fait. Eh ben écoute, on va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé. J'utilise un véritable jeu de cartes. Ce jeu, ça s'appelle Focult. Le jeu est super simple. Enfin, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent le film. Le but, c'est de retrouver de quel film ça parle. C'est horrible, c'est ignoble, mais c'est le jeu. D'accord. On dirait que c'est un jeu qui est fait par un troll. Non, on y va avec la première. Voilà, mais bon, possiblement, attends-toi à ce que je ne puisse répondre à rien. Hein. Enfin, c'est pas. C'est pas grave, on va voir ça. C'est pas grave, ok. Et en tout cas, je tente. On y va. Quelle bêtise de prôner la vitesse et le non-respect du code de la route quand on sait l'hécatombe que cela cause chaque année en France. J'hésite entre Taxi et Fast and Furious. Ça peut t'aiguiller, un film français. Ah. Et donc Taxi. Donc forcément Taxi, c'est ça. Taxi, le 98 de Gérard Pires. Ok, cool. Bien joué. En plus, dès le premier. Bien joué, t'as un point, t'as sauvé l'honneur, on est bon. On y va avec le deuxième. Des Parisiens s'engueulent sur un sujet insipide tout en se sifflant une bouteille à 500 balles. Pas évident. Ah merde. C'est un film assez récent, quoique il a plus de 10 ans maintenant. Un film de Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Le prénom ? Oui, bien joué. Ok. Ah oui, là, tu m'as carrément donné les réalisateurs. Bon, là, c'était bon. Mais c'est vrai que comme t'avais pas... Oui, tu pouvais pas donner le sujet de l'engueulade. Bah ouais, c'était un peu ça, quoi. Ouais.
Ouais, ok, pas mal. Parce qu'il y a eu un moment, je pensais au film qui s'appelle Le Jeu, mais c'était pas 10 ans. Ouais, non, c'est plus récent que ça, ouais. Ouais, bien sûr. Avec les téléphones, avec Vincent Elbaz. Avec les téléphones, et ça part en vrille. Ouais, c'est ça. Et effectivement, alors, je sais plus s'il buvait du vin. Je sais qu'il buvait du vin, mais je sais pas si des bouteilles à 500 balles, mais en tout cas, c'était. Oui, puis ouais. C'était un peu alcoolisé. On y va avec la dernière, 2 sur 2, bien joué. Mention spéciale pour le costume Jiffy de lézard plastifié de Lancelot. Ah oui. Ah, ça, c'est un film que j'avais préacheté quand j'étais à Canal. De 2021. Ah non, alors pas du tout. De Lancelot. Ah non, là, de 2021. Je vais te donner des indices, ça va te donner Vas-y. la réponse quasiment instantanément. Bah, en casting, on peut retrouver Anne Giroir, Audrey Fleurot, Christian Clavier, Alain Chabat et énormément d'autres. Putain, le costume de Lancelot avec Chabat et Audrey Fleurot. C'est annoncé en plusieurs volets. Le deuxième volet est plus ou moins en cours de préparation. Ah, en plus de Alexandre Astier. Ah, Kaamelott. Oui, Kaamelott, premier volet. Ah ouais, pas mal. Ah oui, la critique est méchante. C'est Kaamelott, quoi. On achète l'univers, on n'achète pas l'univers. C'était un film qui était très... Enfin, moi, j'ai trouvé très réussi dans son genre, quoi. Et je suis très bon... voilà, je suis très bon public et très fan de Kaamelott. C'était vraiment une belle réussite. Ouais, moi aussi, j'adore. Bah, j'adore Kaamelott, de toute façon. 3 sur 3, bien joué. Non pas sans aide, mais... Non, tu m'as pas mal aidé. Et je m'attendais à des critiques, parce qu'en ce moment, t'as davantage, un dernier mot, t'as beaucoup de critiques, et c'est un petit phénomène pénible de gens sur les réseaux qui n'ont souvent pas vu les films, en fait, qui les critiquent sur le concept, et ça, c'est assez troublant, parce que que les gens n'aiment pas un film et qu'ils s'expriment surtout avec tous les moyens qui sont à leur disposition, ça c'est totalement, c'est normal, c'est la libre expression, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression qu'on a parfois des vagues de personnes qui en fait n'ont pas envie que certains films existent. C'est-à-dire, ils les ont pas vus, ils n'iront pas les voir, mais ça les embête que ces films existent là. Et voilà, ça m'est jamais arrivé. Enfin, c'est un phénomène un peu particulier. Du coup, des critiques négatives, j'en lis beaucoup par accident, parce que je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on voit ces disqualifications, si je puis dire, surgir par centaines, parfois par milliers, où on peut presque deviner le titre du film, parce que les critiques sont toujours illustrent certaines phobies, et pas du tout des avis de cinéma, quoi, Complètement, c'est ça. Et puis même j'ai des gens autour de moi qui sont là, ouais, mais regardez, le cinéma français, c'est Astérix, c'est machin, et en fait c'est nul à chier. Mais c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, on nous l'a prouvé l'année dernière. Le cinéma français en 2023, mais c'était une dinguerie. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé spécifiquement l'année dernière, ou alors est-ce que c'est que je me suis beaucoup plus intéressé que les années précédentes. Mais l'année dernière, au cinéma français, c'était exceptionnel. Tu vois, on a terminé l'année, et puis les entrées sont plutôt en 2024 maintenant. Même un film comme Vermine, oui, dans son style, il fera pas 3 millions d'entrées, bien évidemment. Bien sûr, il n'est pas calibré pour ça, mais c'est une super proposition de film d'horreur à la française, fun, bien filmé, bien joué, voilà, c'est de la diversité. Carrément. Donc il y a toujours des films, le cinéma français il fait des films pour tout le monde, mais tous les films ne s'adressent pas à tout le monde, et c'est pas grave, c'est ça. Mais on le sait, on voit Vermine, les curseurs sont évidemment pas les mêmes que pour un Astérix, et quand ces curseurs là sont au maximum, là je vois Vermine, je crois, a fait 100 000 entrées en une semaine. Oui, ça a dépassé les 100 000, oui, ce qui est énorme, hein. Pour ce genre de film, franchement c'est vraiment très très bien. C'est ça, on est sur un genre horreur français qui est vraiment du cinéma de niche, et ça attire plus de 100 000 personnes la première semaine, c'est assez incroyable. Et il va très bien se vendre. Tu vois, il y a eu un autre film de genre sur lequel on était, nous, partenaires, qui s'appelle Farang, qui est sorti en juin. Oui, de Xavier Jeance. Fin juin, début de Xavier Jeance. Et Farang a eu la malchance de tomber, son premier mercredi, c'était le jour de fermeture des salles le soir à cause des émeutes. Donc, pas de salle de cinéma après 21h ou 19h. Bon. Mais c'est un film qui a fait le tour du monde, qui s'est vendu, qui a été rentabilisé grâce aux ventes internationales, mais comme ça, quoi. Voilà. Donc, on a quand même la chance d'avoir cette variété. J'aime bien le cinéma de genre, c'est pour ça que je mentionnais ces deux-là, parmi d'autres.
Mais bon. Mais en tout cas, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, en tout cas, vraiment. On va pouvoir avancer rapidement à l'ultime partie. C'est l'heure de la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Avant toute chose, juste j'aimerais énormément remercier par ton biais tout France Télévisions, parce que là actuellement on a une diffusion de films qui est assez impressionnante. Là on a la rétrospective Alfred Hitchcock, t'en parlais, qui est en cours de diffusion, mais on a eu il n'y a pas très longtemps No Time to Die, En attendant Beaujangle, Délicieux du cinéaste Éric Bénard, Arnaque à Hollywood avec De Niro, Les aventures de Tintin qui est passé il n'y a pas longtemps, Illusion perdue, le film plébiscité au César, une programmation toujours plus sublime, toujours plus forte en cinéma, et pour ça merci beaucoup. On peut suivre ton actualité sur tes réseaux, sur X, Thread, Instagram principalement. On peut suivre l'actualité bien sûr de France Télévisions sur leurs réseaux. Également, c'est absolument pas sponsorisé, mais France.tv, la plateforme de France Télévisions entièrement gratuite. Vous ratez un film en linéaire, vous allez, je crois, dès le lendemain sur l'application, il est disponible pendant 7 jours en replay, entièrement gratuitement. C'est juste génial, voilà. Manuel, merci infiniment pour ton temps, merci pour toutes ces précisions sur le fonctionnement de France Télévisions. Merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie, merci pour ta confiance, je te souhaite le meilleur. Et je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. Ouais, c'est très gentil. Merci Jean-Charles. Merci pour ton podcast et ta bienveillance. Et je prends les remerciements pour toutes les équipes qui permettent ce que tu as mentionné. Merci beaucoup.